L'édition de l'information de ce 14 janvier 2012 s'ouvre avec au sommaire la situation qui demeure toujours préoccupante au Nigeria après les populations. Ce sont les syndicats du secteur pétrolier qui menacent d'entrer très prochainement en grève. Gilles Jacquier est mort ce mercredi à Homs en Syrie. Le journaliste a été tué par un tir de mortier. Et puis ce nouveau scandale qui embarrasse l'armée américaine. Une vidéo qui circule actuellement sur le net montre des soldats américains en train de faire subir des humiliations à des cadavres encore non identifiés. Madame, Monsieur, bonjour. L'économie du Nigeria va-t-elle subir un coup d'arrêt dans les prochains jours? Ce mercredi, 2 syndicats du secteur pétrolier ont demandé à leurs membres de se tenir prêts pour rejoindre le mouvement de contestation générale contre la hausse des prix du pétrole qui enflamme le pays depuis le début de la semaine. 3e jour de grève générale et pas question de lâcher prise pour ces Nigérians, bien décidés à montrer leur colère. Le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait et nous allons nous battre pour nos droits, du début à la fin. Les rues de Lagos, habituellement surchargées, sont désertes. Les banques, les services publics, les entreprises, fermées. Et la plupart des vols internationaux, annulés. Les Nigérians ne veulent qu'une chose, le rétablissement des subventions à la vente des carburants. Leur suppression par le gouvernement le 1er janvier dernier a entraîné le doublement des prix du pétrole. Une mesure qui passe mal dans un pays où la majorité des habitants vit avec moins de 2 $ par jour et où, selon la Banque mondiale, près de 50 millions de jeunes sont au chômage. De quoi mettre la pression sur le gouvernement de Goodluck Jonathan. Le président est pris entre le marteau et l'enclume. S'il recule, il perdra toute crédibilité, pas seulement sur cette mesure, mais sur toute. Sa capacité à gouverner est sérieusement compromise. Les négociations entre les organisations syndicales et les autorités sont au point mort. Les syndicats menacent de cesser toute production de pétrole brut dans ce pays, premier producteur de pétrole du continent. Pas question non plus de céder du côté du gouvernement, qui compte sur cette mesure pour réaliser 8 milliards de dollars d'économies et financer ainsi centrales, routes et autres infrastructures. Un journaliste français a été tué ce mercredi à Homs en Syrie alors qu'il était en reportage pour le compte de la chaîne de télévision France 2. Le Quai d'Orsay a demandé à Damas de faire la lumière sur la mort de Gilles Jacquier, victime d'un éclat d'obus en même temps que d'autres journalistes qui, eux, ont été blessés. Sur ces images, ils ont pu voir la mort de leur collègue. Une épreuve de plus quelques heures après avoir appris la nouvelle. On a appris ça en conférence de rédaction, un coup de fil de collègues de France 2 et ça a été tout de suite évidemment le silence. Assommé, c'est la sensation que disent ressentir tous les collègues de Gilles Jacquier, d'autant plus que sur cette mission, les risques étaient limités. Il était dans un voyage officiel, donc c'est même démoniaque que soit arrivé dans un voyage officiel. Bon, quand on est sur les terrains de guerre, tout peut arriver, mais il avait, je le dis quand même, ce talent de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Tous le soulignent, Gilles Jacquier n'était pas une tête brûlée, mais un passionné d'images et de son métier. Il faisait les choses différemment, avec son tempérament, un peu fou, un peu très très courageux. Il n'avait pas de limite, il était capable d'aller jusqu'au bout de toutes les histoires et passionné, mais passionné par les sujets, par les gens, par les histoires, ça fait partie de lui. Je ne vois même pas ce qu'il aurait pu faire d'autre que ce métier-là. Hier, c'est donc aux professionnels que ses collègues ont rendu hommage, mais aussi à l'ami et à l'homme qui laisse derrière lui sa compagne et 2 petites filles. L'armée américaine a ouvert une enquête sur une vidéo diffusée sur la toile montrant des Marines en train d'uriner sur des cadavres qui seraient ceux de rebelles talibans. Faut-il le rappeler, cette vidéo est la seconde du genre après le scandale d'Abu Ghraib en 2004. C'est une vidéo plus qu'embarrassante pour l'armée américaine. On y voit 4 hommes en tenue militaire en train d'uriner sur des cadavres apparemment des insurgés talibans. Une vidéo amateur qui aurait été tournée en Afghanistan. On y entend un des hommes lancer cette phrase. « Passe une bonne journée, mon pote !» Les autorités américaines ont immédiatement ouvert une enquête, d'abord pour vérifier l'authenticité de cette vidéo et d'assurer aussi que ce genre de comportement était totalement inacceptable. En tout cas, cette vidéo suscite déjà plusieurs réactions scandalisées, notamment celle de la principale association musulmane américaine. Cela pourrait à nouveau ternir l'image des États-Unis après les vidéos de la prison d'Abu Ghraib. C'était en 2004, on y voyait des prisonniers irakiens humiliés par des militaires américains. Alors, quelles sont vos impressions sur cette vidéo choquante que nous venons de voir? On vous écoute dans cet élément.
Bon, ça inspire un peu la guerre que ces deux peuples amènent. Bon, on peut dire, parce que le 11 septembre 2001, il y a eu des bombardements en Amérique où les Américains ont accusé le peuple arabe en disant que c'était Ben Laden et puis bon. Donc quand les Américains comme ça arrivent à tomber ici des victimes arabes, ils font ce qu'ils veulent, un peu pour se venger quoi. Je pense un peu que ça montre la haine que les Américains ont un peu pour les autres peuples. C'est-à-dire ils se disent que c'est la race supérieure, c'est les gendarmes du monde. Donc c'est-à-dire ils sont permis de tout faire. Pisser sur un être humain normalement c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et ce qui est dommage c'est que vous allez voir, ces gars ne seront pas punis. Parce que selon moi je pense que c'est un peu la mentalité de leurs dirigeants qui, je ne sais pas comment expliquer, qui véhicule. Parce que normalement quand tu poses un acte comme ça, en temps normal, on doit te punir. Mais vous allez voir qu'à la longue, ces gars vont rester impunis et ce n'est pas normal. Donc je pense que pisser sur un être humain, ce n'est pas bon. Et s'ils l'ont fait, moi je pense que ça sera à Dieu seul de les juger. C'est tout ce que je peux dire. Par rapport à cette vidéo-là, on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il veut nous parler par là? Si c'est pour nous, c'est pour nous former de quelque chose, mais c'est pour nous apprendre à quelque chose. Bon, nous n'arrivons pas à comprendre. On voulait quand même aller chez qui de droit aussi pour voir. Parce que quand tu ne comprends pas quelque chose, tu demandes. En tout cas, moi, j'ai posé la question. J'ai un ami journaliste qui est à côté de moi. Il dit, mais dans ce temps-là, on voit cet écran-là, à notre écran, c'est pourquoi. Cette image sur notre écran, c'est pourquoi. Il nous a dit que bon, il y a des films qui vont venir, les gars vont... Bon, on a vu les cas soldats qui ont été épuisés sur le cadavre, on demande mais pourquoi ces personnes appuient sur ce cadavre? Un cadavre, ici en Afrique, on le protège. On protège nos cadavres, et les entretient. Mais chez eux là-bas, est-ce que c'est comme ça se fait avant d'enterrer les corps ou bien, bon, c'est la coutume. On ne comprend pas. Mais toujours on se pose la question que peut-être chaque loi a son caïman. Lueur d'espoir en Birmanie, 60 ans après un conflit interminable. Le gouvernement vient de signer un accord de cessez-le-feu avec la rébellion Karen en vue de parvenir à un accord de paix. C'est un élément de nos confrères d'Euronews. Les autorités birmanes et les rebelles de la minorité Karen ont signé ce jeudi un cessez-le-feu censé mettre fin à un des plus anciens conflits au monde. Les négociations se tenaient à Pahan, principale ville de l'État Karen dans l'est du pays. Les discussions ont duré des heures pour parvenir à ce cessez-le-feu. Les dirigeants birmans disent vouloir arriver à un accord de paix. Les représentants de la rébellion Karen sont disposés à y croire, même s'ils se montrent prudents. Ce n'est pas en une réunion qu'on mettra fin à 60 ans de combat, a dit un des cadres de l'Union nationale Karen. Cette minorité revendique depuis des décennies davantage d'autonomie, une revendication qui a pris la forme d'une guérilla face à l'intransigeance de la junte militaire alors au pouvoir. Des milliers de villageois ont été déplacés. Les actuels dirigeants du pays semblent vouloir régler pacifiquement ce conflit qui constitue un point de tension entre le Myanmar et la communauté internationale. En Haïti, la reconstruction est difficile 2 ans après le séisme qui avait ravagé ce pays parmi les plus pauvres du continent américain. 500 000 personnes vivent toujours sous des tentes et le 11 janvier dernier, des milliers d'entre eux sont descendus dans les rues de Port-au-Prince pour protester contre l'inertie du gouvernement. La colère des Haïtiens 2 ans après le séisme. Des milliers d'entre eux ont protesté hier dans les rues de Port-au-Prince contre le manque d'action du gouvernement, à l'instar d'Oteli Herman, membre d'une association de défense des droits de l'homme. Selon lui, 2 ans après, rien n'a été fait pour les quartiers les plus défavorisés. Les habitants de ces quartiers se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de réelle politique du logement. C'est pour cela que tant de personnes sont mortes. Privés de foyer, les survivants ont été victimes d'une épidémie de choléra. En cause, les conditions de vie dans les camps de fortune que les ONG telles que la Croix-Rouge semblent être les seules à gérer. 2 ans après le séisme, près d'1 demi-million de personnes vivent toujours dans des camps de réfugiés comme celui-ci, explique Becky Wett. La Croix-Rouge essaie de vider ses campements en aidant les familles à trouver des logements plus dignes, plus appropriés, une solution durable. Il n'y a toujours pas assez d'hôpitaux, pas même à Port-au-Prince, la capitale, sans compter l'accès à l'éducation des plus jeunes qui fait cruellement défaut.
Haïti, c'est sûr, suscite beaucoup d'émoi à travers le monde et à Abidjan aussi. On n'est pas insensible à cette situation, comme on le voit ici dans ce micro-trottoir réalisé par Manassé Kofi. La solution, c'est que le gouvernement, l'État d'Haïti doit prendre des résolutions afin de construire des maisons qui respectent les normes sismiques pour éviter tous ces dégâts matériels, surtout au niveau des bâtiments que nous avons constatés et être rigoureux pour ne pas que les gens construisent en des lieux à risque. Pour trouver une solution, il faut trouver d'abord les problèmes sécuritaires, problèmes politiques et problèmes économiques. Dans l'immédiat, il y a beaucoup de pays qui ont promis faire des dons pour régler le problème économique, donner un peu le pouvoir d'achat aux populations haïtiennes. Mais jusque-là, la majorité de ces pays-là n'ont pas donné la majorité des promesses faites à René. Il doit être aussi bien logistique, humain, n'est-ce pas, que financier. Parce qu'aujourd'hui, la situation haïtienne se présente sous une forme véritablement catastrophique. Et en tant qu'humains, nous ne pouvons pas d'emblée espérer trouver une solution dans l'immédiat, mais je pense que toute la communauté internationale, y compris même les petits pays, mais qui ont quand même de petites ressources, peuvent être mobilisés pour donc venir en aide à Haïti. Une importante découverte archéologique en Israël qui atteste bien du règne du roi Salomon à Jérusalem au Xe siècle avant Jésus-Christ. Des fortifications datant de l'époque ont été remises à jour par l'État hébreu, ce qui confirme la version biblique. Les rois David et Salomon ont-ils gouverné la région depuis Jérusalem il y a 300 ans, soit vers la fin du Xe siècle avant Jésus-Christ? Une question qui jusqu'à ce jour fait débat entre les spécialistes de cette période. Mais voici que d'anciennes fortifications récemment mises au jour à Jérusalem apportent du crédit au récit biblique concernant cette époque. C'est la première fois que nous découvrons une porte de la ville et la ligne de fortification de l'époque du roi Salomon. Le tout est magnifiquement préservé avec la muraille de la ville. Toutes les conclusions que nous avons en main indiquent que nous nous trouvons vers le Xe siècle avant l'ère chrétienne, qui sied si bien avec la version biblique. Cette muraille quasi intacte, la voici. Témoignage qu'il y avait à Jérusalem il y a 3000 ans, à l'emplacement décrit par la Bible, un régime capable de réaliser de telles constructions. Selon le texte biblique, elles auraient été construites sous le règne de Salomon, fils de David, des murailles entourant le premier temple mentionné dans le livre des rois. Les fortifications, qui comprennent une section de 70 mètres de long d'un ancien mur, sont situées à l'extérieur des murs actuels de la vieille ville de Jérusalem, à côté du lieu saint connu sous le nom de Mont du Temple pour les Juifs et de Noble Sanctuaire pour les musulmans. La découverte est sensible, car le site abrite désormais deux hauts lieux de l'islam, le Dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. C'est la première fois que nous découvrons une porte de la ville et la ligne de fortification de l'époque du roi Salomon. Le tout est magnifiquement préservé avec la muraille de la ville. Toutes ces conclusions que nous avons en main indiquent que nous nous trouvons vers le Xe siècle avant l'ère chrétienne, qui sied si bien avec la version biblique. Quant aux plus sceptiques, ils demandent les preuves de la datation. Dans quelques jours seront exhibés un grand nombre de fragments de poterie découverts sur place et que les archéologues utilisent. Et cette enquête en France qui montre que les Français dorment de moins en moins en 50 ans d'observation. Et la frange la plus touchée, ce sont naturellement les adolescents qui passent beaucoup plus de temps devant leurs ordinateurs. Difficile de tomber dans les bras de Morphée. Aujourd'hui, un Français sur 3 dort moins de 6 heures par nuit en semaine, bien loin des 7 à 8 heures préconisées par les médecins. La faute au rythme de la vie moderne et aussi notamment à l'apparition des nouvelles technologies dans nos chambres à coucher. Selon les spécialistes, surfer sur Internet avant d'aller au lit ou guetter les SMS sur son smartphone affecterait la qualité de notre sommeil.
Ça a des conséquences à la fois physiquement, puisque la lumière de l'écran retarde la sécrétion de mélatonine, retarde l'apparition du sommeil, mais également psychologiquement, parce qu'on a toujours l'impression d'être en veille. Or, pour s'endormir, il faut lâcher un peu, il faut laisser le sommeil survenir, et le fait d'être possiblement en attente d'un message ou d'une communication, ça perturbe l'endormissement et la qualité du sommeil. Au centre du sommeil de l'Hôtel-Dieu à Paris, le professeur Léger et ses collègues traitent les pathologies liées au manque de sommeil. Irritabilité, manque de concentration, mais ça peut aussi être plus grave. Dormir moins de 6 heures est associé maintenant à la survenue de maladies métaboliques comme le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, mais également de maladies psychologiques comme la dépression et l'anxiété. Autre conséquence de notre déficit chronique de sommeil, la somnolence dans la journée. Elle affecte 1 Français sur 5 en moyenne. Sur l'autoroute, c'est la cause numéro 1 d'accidents mortels. Les signes avant-coureurs sont nombreux. On commence à avoir oublié ce qui vient de se passer, les quelques secondes qui viennent de s'écouler. Le champ visuel se rétrécit, on a envie de bouger sur son siège, on a envie de se gratter la tête, on a les yeux qui picotent. Enfin, ils sont multiples. Ils sont là, il faut savoir les écouter et surtout se dire, ça c'est vraiment la grande leçon, je n'arriverai pas à résister. On peut résister à bien des choses, mais pas à la somnolence. Médecins et prévention routière insistent sur les vertus de la sieste. Se reposer 15 à 20 minutes dans un endroit calme au cours de la journée serait presque aussi réparateur qu'une bonne nuit de sommeil. Avant de nous séparer, cette vidéo qui vous arrachera certainement le sourire. Un homme qui tente de se manger le nez et d'introduire la langue dans les yeux. Tout simplement marrant, et ce genre de vidéos insolites, vous en aurez certainement dans les autres éditions de votre journal. Sur ce, on se dit au revoir et à bientôt pour une autre session d'information sur Lumière du Monde Télévision.